Oyez, oyez, nous sommes lundi. Bien, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci à Madame Bleu qui a conduit l'équipe vendredi. Bonsoir Madame Bleu, comment allez-vous? Bonsoir Brice. C'est en vert. Yes. Très bien. Un petit clin d'œil. Ouais, exactement. À qui tu sais. C'est ça, exactement. Et je vous dirai pas. Bonsoir Daouda, comment ça va? Bonsoir Brice, comment tu vas toi-même? Ça va très très bien, je passe un bon week-end et vous? Oui, c'est très bien. Abidjan? Très bien. Oui, j'étais à Abidjan. Vous voyagez très peu Daouda. Quand je voyage, je vais généralement à Boaké. Boaké, c'est chaud. C'est pas un voyage, c'est un déplacement. C'est un voyage. Oui, ça fait déjà 4 5 heures de voiture, c'est un voyage. C'est un voyage. Oui. Vous C'est allez la à même Boaké. distance, c'est le même temps pour quitter Abidjan pour aller à Paris. Très bien. Ça fait 6 heures. Surtout qu'Alain Toussaint, on a appris récemment que notre voisin aérien, le voisin aérien de la Côte d'Ivoire, c'est Le Brésil. le Brésil. On a un voisinage comme ça, donc dès que tu sors de Côte d'Ivoire, tu vas au Brésil. Voilà, c'est bien ça. Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, oui, je vais bien vous-même. Ça va bien. On en rit pour ne pas en pleurer. Eh bien, parce que les éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, se sont fait étaler, laminer par les Chipolopolo. 3-0, quand même. Je suis très, très inquiet. Alain Toussaint. Inquiet? Oui. Et pourquoi seriez-vous inquiet? Au regard de ses performances, Cela veut dire que vous aviez espoir en cette équipe? pas vous? Non, pas du tout. Non. Depuis 2 mois, d'ailleurs, je n'ai pas attendu la contre-performance contre la Zambie pour penser cela. Je pense que depuis plusieurs prestations, la sélection ivoirienne montre qu'elle n'a pas d'épine dorsale. Il n'y a pas de système de jeu. On ne perçoit pas l'ADN d'une équipe. Quand vous voyez l'équipe du Maroc qui joue, quand vous voyez celle du Sénégal et même quelques autres sélections africaines, même le Comore, on sent quand même qu'il y a un jeu. Voilà, qu'il y a un système de jeu. Mais là, ça a été vraiment une prestation catastrophique. Je me suis dit, j'avoue que je n'ai pas regardé l'ensemble du match, mais j'étais en voiture, il y avait déjà 2 buts et je demandais, c'était l'équipe B? Non, ce n'était pas l'équipe B qui jouait, c'était l'équipe A qui jouait. On avait des gens comme les Serge Aurier, des Canons, des Eric Bailly et autres, des gros cadres qui... Grand cadre. De grands cadres, bon oui, même si tu n'aimes pas le mot gros, Non. de grands cadres de cette équipe-là qui ont même remporté la dernière Coupe d'Afrique. C'est pour dire que quelque part, cette équipe, elle inquiète beaucoup. Mais moi, j'aimerais juste rassurer Alain. Alain, il ne faut pas avoir peur. Parce que déjà, nous sommes déjà qualifiés. Ça, c'est le plus important. L'autre chose qui est aussi important, c'est que... Qualifié d'office. Hein. D'office. Vous ne l'avez pas gagné sur le terrain. Oui, bon, d'autres ont été qualifiés d'office avant nous. Voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, laissons le temps à cette équipe-là. Parce que même Mais si combien de temps le il temps, reste? c'est dans Mais 6 mois, permettez- Daouda. non, mais, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est dans 6 mois. Respirez. Même si c'est dans 6 mois, C'est je dans pense 6 que mois. nous avons fait... Nous, on n'était qu'à la 5e journée. C'est la première défaite. Mais c'est la première défaite. Durant tout ce temps, on a été battu par aucune équipe. Il faut leur reconnaître au moins cela quand même. Mais après, on ne va quelle pas les clouer prestation? au pilori pour Quelle- juste un match quelle- perdu. Quelle prestation. Regardez-vous même le match qu'ils ont produit Oui, mais samedi. n'empêche, même les plus grands perdent. Non. Hein? Là, L'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite. on ne doit pas perdre. Mais ça n'a pas nous n'avons empêché, pas le droit de perdre. l'Argentine d'aller gagner la Coupe du Monde. Si vous vous rappelez encore la dernière Coupe d'Afrique que nous avons remportée avec Hervé Renard, cette équipe qui avançait, mais elle avançait, mais on avait tous peur. Mais après, au final, ces enfants portés par Yaya Touré, Hervé Renard et Koupa Barry, ils nous ont ramené la coupe. À l'époque, C'est on pas à avait une cause- vraie équipe. Non, mais ce n'est pas à cause d'une défaite qu'on va les mettre au poteau En d'exécution fait, et leur tirer je me dessus. rends compte que les éléphants, ils sont vraiment des éléphants de Côte d'Ivoire. On est dans un pays où on aime bien se faire peur. Mais bien sûr. Même en politique. Exactement. Donc, on aime se faire peur, on joue à se faire peur. Parce que je pense que ce que vous ne devez pas oublier, c'est que si vous estimez que vous êtes inquiet, vous avez peur. Mais ceux qui ont encore le plus peur, mais ce sont ces jeunes-là qui viennent se battre pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Daouda, c'est légitime qu'on ait ces inquiétudes. On est quand même à 6 mois de la plus grande compétition sportive du continent africain Qui que se nous joue allons- que nous chez allons nous, chez nous. abriter en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. D'accord. Et depuis des mois, et ce n'est pas nouveau, depuis des mois, même sur ce plateau, on s'inquiète de la prestation de l'équipe de Côte d'Ivoire. Combien de fois sur ce plateau, on a parlé d'individualité? Combien de fois sur ce plateau, on a parlé, comme il a dit, de manque d'épine dorsale, d'esprit de groupe? On va voir une équipe qui va démarrer en trombe avec un but marqué et qui, au bout de quelques minutes de jeu, se fait Va rattraper s'effondrer. par 2 buts. On est habitué à ce type de match. Raison pour laquelle ces inquiétudes soulevées par, en tout cas, une partie des Ivoiriens
est totalement légitime parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une prestation médiocre dès les huitièmes de finale, parce qu'on nous attend sur le terrain à partir des huitièmes de finale. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait. C'est très important. Oui, on peut leur laisser le temps. Combien de temps on leur a laissé? Vous avez lâché, Daouda, je vais terminer. Combien de temps on leur a laissé? Depuis des mois, que ce soit sur ce plateau ou d'autres plateaux sportifs, on parle de leurs prestations. Il faut améliorer le jeu. C'est pour ça que je n'ai pas compris quand Daouda vous dit la première défaite. Je n'ai pas compris la première défaite. Depuis le début des éliminatoires pour la CAN qui va se jouer, la plus belle CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire, c'est la première défaite. Maintenant, vous avez lâché le mot. Nous sommes habitués. Moi, j'ai dit merci à Dieu. Merci au ciel. On a eu cette défaite-là. On a vu ces erreurs-là. Parce que imaginez-vous que ces enfants avaient gagné. Et pendant la phase finale, les phases de poule à Abidjan ici, on n'a pas vu ces lacunes. Disons merci au ciel d'avoir vu ces lacunes-là maintenant. Mais c'est que vous ne regardez pas les matchs des éléphants avec les mêmes jeux que nous autres. Non, vous avez vraiment vu une équipe conquérante là? Mais bien sûr. Contre les Comores, ils ont même battu ces mêmes Chipolo à comment on appelle ça, à Yamoussoukro. Oui, mais en produisant quel jeu? Mais il ne faut pas se contenter que le du plus sport. important, ce n'est pas le fond du jeu, c'est de gagner. Qu'est-ce que vous retenez du match de samedi? Il y a quelle Ils ont perdu. C'est un fait. Voilà, ils ont perdu. Quand il y a un match, il faut un gagnant, il faut un perdant. Non, la Côte d'Ivoire a perdu. Oui, mais nous, on doit être les vainqueurs. Alors, si vous raisonnez comme ça, c'est que on va plus jouer. Mais en sortant des grandes analyses, alors un tout petit peu en profondeur. Comment on perd surtout? On a perdu, ça peut arriver. Avec ça arrive un but contre notre camp. De façon déjà, lamentable. En premier but. Voilà. Bon, Serge Aurier perd un peu sa concentration. Oui. D'accord. Le gardien aussi n'est pas assez concentré. Il prend le fait but. une parade qu'on n'a jamais vue sur un stade d'ailleurs. Une pirouette. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, pour la plupart, nous avons un grave problème. Et ce problème-là, c'est que chaque fois que notre équipe nationale, nos joueurs font une erreur... Ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Hein. On a l'Angleterre, on a bien d'autres pays qui sont pareils. Je n'aime pas parler des équipes que je ne connais pas. Il faut fouetter l'orgueil de ces joueurs. Je parle des équipes que je maîtrise, c'est celle de la Côte d'Ivoire que je soutiens. J'estime que ces enfants, ils savent, ils ont conscience que s'ils perdent, c'est plus dangereux. Parce qu'au final, c'est eux qui gagnent tout. Donc, finalement... encourageons-les, ils ont fait une erreur, l'encadrement technique, les enfants eux-mêmes, ils vont se remettre en cause. Qu'est-ce que vous souhaitiez qu'on leur dise, par exemple, Daouda? Non, vous avez perdu. Est-ce que vous avez vu ces erreurs? Essayez de corriger cela pour les prochaines compétitions. Mais on ne va pas venir s'asseoir sur les plateaux de télévision et commencer à leur tirer dessus à la Kalachnikov. Non, Daouda, vous avez envie de dire, vous avez perdu, c'est pas mal, regardez vos erreurs. On a le droit de dire aussi, on apprécie nous, le jeu. On est inquiet face au jeu que vous produisez. Parce que si vous ne changez pas, ça ne va pas s'améliorer. On a le droit de le dire aussi. Je vous le conseille. En fait, il y a tout un pays, tout un continent qui attend déjà cette compétition, mais derrière, c'est la fierté nationale. Au-delà de tout, si on n'avait pas cette CAN, ok, oui, on peut parler d'habitude, on peut parler de... On a le droit d'apprécier ce jeu et de dire qu'on n'est pas content. On a le droit de dire que lorsqu'ils gagnent, oui, on est content. Parce que le but, c'est de fouetter leur orgueil. Certains supporters, vous allez répondre là-dessus, certains supporters estiment par exemple qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas d'équipe type. On a un peu l'impression, je lis, que l'entraîneur lui-même ne maîtrise pas encore le groupe. Je me rappelle encore que je n'étais pas encore sur ce plateau. Élysée et M. Alain ont eu un débat houleux sur la question de M. Gassé ici. Moi, j'estime... Si la FIF a recruté M. Gassé pour venir entraîner ses enfants, c'est qu'il pense qu'il a les compétences. Et depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, il a démontré par A plus B qu'il avait les compétences d'entraîner ces jeunes-là. Il l'a fait. On a vu les réalités. Ce n'est pas parce qu'il y a un concours de circonstances, il perd 3-0, mais le ciel doit tomber. Non, le ciel ne tombera pas. Bon, allez, je lis quelques messages de nos amis internautes, j'en profite pour leur faire un clin d'œil. Mohamed Diomondé répondait à un message qui disait que l'entraîneur, se posait des questions. Alan Stéphane Boabré dit le sélectionneur réside où, en Côte d'Ivoire ou en France? Bamba Moussa. La FIFA a logé l'entraîneur en France. Je ne sais pas pourquoi ils le disent d'ailleurs. Titi Logne dit qu'on a une équipe qui n'est pas du tout conquérante. Mohamed Kitéan nous dit comment peut-on avoir un entraîneur d'un pays qui a des milliers de kilomètres? Ça commence à me faire vraiment penser qu'il ne réside pas en Côte d'Ivoire. Alan Stéphane Begré, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Le gardien n'a pas produit. Moi, je suis inquiet pour eux-mêmes. Oui. Je suis inquiet dans la mesure où quand ils disent que l'entraîneur il vit en France, mais quand vous regardez les 3/4 des joueurs, pour ne pas dire la totalité des joueurs, à part le seul gardien de la SEC Folie, qui est de la Côte d'Ivoire. On va en parler tout à l'heure. Tous les autres, ils vivent à l'étranger. Oui, ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont comment on appelle ça, en Angleterre, ils sont comment on appelle ça, en Espagne.
On souhaite que Donc l'entraîneur... l'entraîneur, il est proche de ces joueurs là-bas. Ben non, pas du tout. Au contraire. L'entraîneur doit résider sur le territoire parce qu'il y a des compétitions qui ont lieu. Il peut aller regarder, voir, détecter, etc. Et j'estime que c'est un mauvais choix. Depuis son arrivée, les prestations de l'équipe nationale sont mi-figue, mi-raisin. Voilà. Ce que tout le monde dit, c'est qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe, On n'a il n'y a pas pas vu d'amélioration. de spirit, de fighting Il n'y a spirit. pas de gnaque, il n'y a pas de combativité. Et je pense aussi, excusez-moi, je ne vais pas insulter nos jeunes compatriotes, mais moi j'ai vu quand même une forme de patriotisme qui était en berne. Il faut avoir la fierté de défendre le drapeau national. De mouiller le Voilà. maillot. L'équipe nationale ne doit pas être le lieu de venir se produire pour espérer avoir des équipes ou des clubs internationaux qui détecteraient chez tel ou tel international quelques qualités peut-être pour le recruter. On n'est pas en représentation. Un match contre la Zambie, même quand on est déjà qualifié d'office, c'est un match officiel, c'est un match important qui rentre même dans le décompte, dans le cadre du classement FIFA ou même le classement Oui, ça c'est vrai. voilà, de la Hugues CAF. c'est Donc, c'est pas un petit d'accord match. avec vous. Il nous dit nous avons des joueurs, mais pas encore une équipe. On parle d'individualité à chaque fois, c'est pareil. Voilà. Mais Brice, moi je veux qu'on pose un sujet aussi d'analyse sur le terrain. Allez-y. C'est- Sur le terrain, c'est pas mal. Oui, Bien c'est un sûr. joli jeu de mots. Mais je veux dire, quand on le veut, aujourd'hui, c'est des phases, là, comme on le disait dès l'entrée du jeu, on est déjà qualifié d'office. D'accord. Je pense que ces joueurs-là, ils sont d'un certain niveau. Personne, actuellement, pour avoir sa place dans la shortlist qui va aller jouer, qui va jouer en janvier 2024, personne n'a envie de se blesser maintenant. Je me dis, non, ça, c'est je un peu viens, court, non, ça, Daouda. Alain, je comprends. Franchement. Je m'essaie de me mettre à l'aise. Je me dis, personne n'a envie de se blesser maintenant. c'est un peu Donc, court. et les Zambiens, alors, eux, ils Les se blessent pour le Zambiens, plaisir. Mais les Zambiens ne sont pas encore qualifiés. Les Zambiens sont Non, mais non, c'est pas un argument. Non, les Zambiens ne non, sont non, pas encore c'est- qualifiés pendant que C'est pas un argument. qu'on appelle ça, les joueurs ivoiriens En fait, pour sont les qualifiés Ivoiriens, d'office. pour l'idée de Daouda, c'était un match pour la Côte d'Ivoire, c'était un match C'est déjà sans enjeu. gagné. Alors, si tel était l'esprit, l'entraîneur aurait dû faire c'est l'équipe B. appel Ah ouais? à l'équipe B, même à toutes les lettres Tout de simplement. l'alphabet, si vous voulez. Si Mais c'est en un tout match cas, sans à une enjeu. équipe de Côte d'Ivoire qui serait composée de joueurs ayant aussi à apporter la preuve qu'ils méritent la confiance de l'entraîneur. Donc, je pense que ce n'est pas recevable, cet argument. Bon. De la blessure, non, c'est trop facile. Voilà. Donc, Ils on ont dit Dans perdu ce cas, quitte à ne 3-0. pas les faire jouer, comme tu Ben le dis, voilà. et faire mais il faut intervenir les l'équipe tenir B, tout en simplement. jambes parce qu'il faut Faut les les tenir tenir en en jambes. jambes, On pourquoi les tient en jambes pendant forme. l'entraînement, tout simplement. Non, ça ne peut pas parce qu'il faut Mais les pourquoi confronter venir à faire une d'autres. prestation médiocre sur le terrain si c'est pour venir, Non, moi, je on va vous- dire, donner une mauvaise image de la Côte d'Ivoire? Je vous comprends. Pour une défaite Ben de oui, bien sûr, 3-0, mais bien, Ben oui, bien mais sûr. on a perdu, Chaque défaite- plus que ça. hein. Chaque défaite comme Non, non, si. Même si sur ce plateau, M. Alain, je suis sûr le que dernier mot. vous espérez que je puisse dire que c'est tout ça que Dieu Douba voulait changer. Évidemment. Non, il ne va pas le changer. Merci Alain. On va faire notre invité. Personne n'est rien demandé. Non, mais je le. On va recevoir Il notre voulait que je invité, le dise, s'il mais vous je ne plaît. peux pas le dire. Daouda. J'ai envie de le dire quand même. Didier pouvait changer, Daouda Alain, Didier merci. pouvait changer tout ça. Merci. Daouda Alain, on a bien noté. On Merci salue beaucoup. l'équipe commando. Merci les garçons, merci, Voilà. merci beaucoup. L'équipe Merci. commando. Juste signaler, et ça je le dis, avant de recevoir notre invité, juste signaler que l'équipe de 3-0 là était un gardien de la SEC. Herman Aboua nous rejoint s'il vous plaît sur le plateau, il est journaliste. Plus rien à dire. Isabelle Folie en plus, c'est le gardien de la SEC. Bonsoir Herman, comment allez-vous? Bonjour. Content de vous voir, installez-vous. Moi également. Herman Aboua, vous êtes journaliste je vais commencer par votre regard sur la prestation des éléphants. Ben, moi, je ne fais pas comme Daouda. Ils ont eu une petite prestation. On espère que ça va les réveiller et puis on aura, pour la compétition, ils vont mieux s'entraîner parce que je suis convaincu qu'ils sont conscients de leur débâcle. Très bien. Herman Aboua, les téléspectateurs, pour certains, vous redécouvrent, pas sur la même chaîne. Vous étiez sur la chaîne nationale et puis, pas de nouvelles. On vous a revu, on a eu des nouvelles de vous sur les réseaux sociaux. Vous étiez en exil, dit-on. Qu'est-ce qui s'est passé, Herman Aboua? Vous me demandez de raconter l'histoire que tout le monde connaît de la Côte d'Ivoire. Ah non, pas tout, moi je vous promets. votre histoire. Ben, ok. La Donc, vôtre, je selon raconte vous. Peut-être la nouvelle génération. J'ai trouvé que je faisais comme vous êtes en train de faire. J'étais présentateur d'une émission à la RT. Et voilà. Après la crise post-électorale, suite à des menaces, je suis parti d'abord un premier exil au Ghana. Je suis revenu parce que le directeur général de la RT en son temps avait souhaité que tous les agents rentrent. Quand je suis arrivé, je suis en train de faire la procédure pour le dégel de mes avoirs qui avait été gelé 2 mois plus tôt. Et puis on m'a arrêté. Bon, j'ai fait 6 mois de prison en liberté provisoire. On m'a fait un procès. J'ai été quitté totalement du procès.
Après cela, il y a eu encore certaines menaces, donc je suis parti en exil. Qu'est-ce qu'on vous reprochait, Herman? Ben, je sais que je suis parti, on m'a jugé, j'ai été acquitté totalement. Mais les faits, c'était les mêmes faits qu'on reprochait à certaines personnes qu'on disait acteurs de la crise post-électorale. Donc, constitution de bandes armées, xénophobie, atteinte à la sûreté de l'État, plein de choses dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Et qu'est-ce que vous devenez en ce moment, Herman Aboua? Ben, je suis Herman Aboua, je suis revenu, je suis là, j'ai monté une start-up, je travaille à lancer bientôt une application, mais en même temps, ça me plairait bien de faire comme vous un jour. Retrouver l'antenne. Retrouver l'antenne. Ça vous manque? Oui, ça manque toujours. Vous savez, quand c'est une pas passion, parce que moi, je ne dirais pas que j'avais le profil académique pour. J'ai fait un master en hydrogéologie, je suis un scientifique. Enfin, puis après, je suis venu par la télé, par passion, et j'y suis resté. Donc, c'est forcément, après cela, ça manque toujours. Ouais. Il est venu au journalisme par passion, puisqu'en 2003, quand je lançais avec Théophile Kouamouo un quotidien qui existe toujours, qui s'appelle le quotidien Le Temps, Herman a fait partie de l'aventure. Et l'émission qu'il a fait connaître d'ailleurs à la RTI, c'est un programme que j'avais lancé et qui lui a valu tous les soucis, l'émission Raison d'État, avec l'ancien DG de la RTI. Un après-midi, je suis allé le voir pour dire on lance tel programme et on cherchait un jeune présentateur. Et Herman passait dans la cour, j'ai dit, ben justement, voilà le présentateur. Tu prends en pif, hein. Voilà, qui pourrait faire l'affaire. Et il a assuré le travail jusqu'à ce qu'il quitte le pays au moment des événements. Donc c'est un journaliste vraiment talentueux. Merci. Voilà, oui, bien sûr. Mais talentueux, mais est-ce que quelque part, Herman n'a pas fait un peu de zèle, ce qui lui a valu tout ce courroux? Ben, le zèle, moi je pense que le métier de journaliste, je ne dirais pas un zèle désorganisé, mais c'est toujours éthique qu'il faut avoir de l'audace. Bon, peut-être l'audace, elle peut être interprétée dans certaines situations, dans certains contextes comme du zèle, mais je dirais que c'est une partie de mon parcours professionnel que j'assume. Je ne mets pas la faute à qui que ce soit, mais si je devais passer par là, je suis passé par là, je renais, je préfère... Très bien. Vous parlez d'audace. Non. Vous parlez d'audace. Oui, allez-y. Je pense que dernièrement, dans un journal de la place, Le Jour Plus, vous avez fait une sortie. Vous avez dit, je cite, Patrick Kachi est un choix judicieux et stratégique pour l'armée. C'est celui qu'il faut pour notre région. Okay. Est-ce que ce n'est pas une audace pour chercher un tabouret quelque part? Mais en même temps, les deux mots disent beaucoup de choses. J'ai dit un choix judicieux et stratégique pour la région de l'Amérique. Donc, d'où je viens. Je suis du département d'Alépé et Alépé fait partie de l'Amérique. Et c'est une échéance pour le développement local. Et je fais ma balance qui peut apporter quelque chose à ma région. Et je constate judicieux et stratégique. Judicieux parce que aujourd'hui, c'est sur les lèvres de toutes les populations, et ça j'assume. Je fais souvent des tournées dans la région, parce que je suis à la tête d'une association là-bas, de jeunes cadres là-bas. C'est ce qui sort de la bouche des populations. C'est pas... Demandez-vous pourquoi est-ce qu'une zone qui était réputée être berceau d'une certaine démocratie en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les populations portent sur leurs lèvres cette personnalité politique-là. Voilà, moi je me dis qu'il y a certainement une bouffée d'oxygène. Donc moi je reste dans la dynamique tant que ça peut nous apporter des choses au niveau de notre région, de notre département. Longtemps, vous savez, Alépé a été une des premières communes érigées, mais allez-y voir Alépé, il n'y a même pas une banque, une agence bancaire là-bas. Donc c'est toutes ces questions-là pour le développement local. J'estime que le Premier ministre, Patrick Kachi, est un choix judicieux et stratégique. Et ça, je l'assume. Pardon, Alain. Ma mère, elle me dit tout le temps, j'espère que tu n'as pas fait politique à la télévision là-bas. Et justement, Herman, vous êtes sorti de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le nouvel Herman, permettez-moi l'expression, bien, il fricote encore avec la politique. J'ai envie de dire, mais Herman... Bon, que fricoter avec la politique? Bon, moi, je n'ai pas ce regard-là sur la marche. Oui. Je ne suis dans aucune instance politique. Ça, je vous l'assure. En 2003, je suis sorti du parti dans lequel j'étais. Quand j'ai commencé ma carrière journalistique, je ne crois pas que dans mes reportages que je faisais, tout ça, c'était sous l'œil de militants politiques. Et en 2018, je suis, M. Mamadou Koulibaly, une personnalité politique que j'admire bien pour ses idées et autres. J'ai dû faire un arrêt avec lui. En ce moment, je n'avais pas d'engagement dans aucune rédaction. Pendant 3 mois, quand j'ai vu, pour convenance personnelle,
je suis parti de là-bas. Donc je veux dire que je ne suis pas en quête de positionnement politique pour répondre au thème qu'on m'a donné. Voilà. Je suis là, je suis convaincu de certaines opinions qui me sont propres et je les assume. Le Premier ministre, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est un monsieur de ma région. Mais la première et dernière fois que je l'ai croisé, c'était en 2008. Il était ministre de l'Infrastructure économique. Je suis parti pour un reportage à son cabinet. C'est là qu'on a échangé dans le cadre professionnel. Après ça, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu ni d'Adam ni d'Ève. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que c'est l'homme qui vous intéresse uniquement. Les idées, Et les actions sa de démarche, ce sont ses actions. Oui, ces actions, dans notre région par exemple, c'est quelque qu'on voit, ce qu'on n'a pas pu voir sur certains hommes politiques ou même sur certains cadres de la région. Donc on le voit avec Patrick Haché. Je vous donne par exemple une anecdote. Il parle certainement mieux le latin, le laquier, qui est notre, que moi. C'est pour vous dire que c'est un monsieur qui est très intégré. On ne peut pas s'imaginer, quand on voit son profil de loin, qu'il soit assez intégré dans sa Est-ce que les gens font la différence entre la politique et la séparation de la politique et de l'homme? Enchaînez Alain, parce que enchaînez-moi aussi. En 2021, vous étiez T'enchaînes. candidat aux législatives. Est-ce que cette année, vous êtes en lice pour En 2021, j'étais municipal ou régional? Candidat indépendant. Donc, je ne suis pas candidat au municipal parce que pour moi, je serais plus pertinent dans un hémicycle à porter mes idées. J'avais même, vous savez, lorsqu'il y a eu la défaite, je suis allé croiser l'actuel député et je lui ai présenté mes différentes propositions de loi que je souhaite sur lesquelles il revienne, qu'il porte. Bon, je ne sais pas s'il le fait, mais en même temps, je veux dire que je me dis, les municipales, à l'heure actuelle, ce n'est pas dans mon agenda. Dernière question. D'Abidjan au Ghana, en passant par le Maryland. Quel est votre regard sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, tout le monde note qu'il y a une certaine accalmie, il y a une certaine stabilité, je ne dirais pas économique ou politique, parce que dans tous les cas, il y a certaines personnes qui ont comment je peux appeler ça, qui ont leur peut-être des rancœurs, des ressentiments, mais ça existe. Donc, mais je constate que plus ou moins, on est dans une certaine accalmie et on espère que ça puisse continuer et qu'on fasse mieux pour que ces personnes qui ont certaines rancœurs à leur niveau, qu'ils puissent les laisser. Et puis la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire avec des frères et des sœurs à l'écart de la dynamique. 13 ans après, est-ce que vous allez refaire la même chose après l'épisode de raison d'État? Ben, quand vous dites que vous allez faire la même chose, le métier de journalisme, on ne l'invente pas. Si ça aurait été le président Alassane Ouattara qui était président à ce moment-là, j'aurais fait la même chose. Et ça, je voudrais que ça soit clair. Je ne peux pas renier mon parcours professionnel. C'est vrai qu'il y a eu des péripéties, je l'assume. Je peux comprendre que certaines personnes estiment que je n'étais pas dans le bon rôle, mais c'est mon parcours professionnel. Je regrette certains actes parce que peut-être, si je voyais 13 ans après, je n'aurais pas fait certaines choses. Herman Avoua, merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. On aura certainement, je vous le promets, d'autres occasions de vous recevoir. Je suis preneur. Ça marche, merci beaucoup d'être passé. Merci Herman. Notre prochain invité, il s'appelle Alassane Diakité. Il est entrepreneur, il intervient dans le cacao. On aura l'occasion d'en parler. À tout de suite. Ça y est, nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous êtes très nombreux sur nos pages des réseaux sociaux et ailleurs à nous regarder. Merci d'être fidèles, merci de réagir. Eh bien, nous allons, je vous annonçais tout à l'heure, dans un très court instant, recevoir donc notre prochain invité, M. Alassane Diakité. Il est entrepreneur ivoirien, il intervient dans le cacao. Mais avant un sujet, on va dire c'est un petit béret, comme on va le dire comme ça pour faire court. Eh bien, le président, on évoque un tout petit peu j'ai vu le départ du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. L'ancien président donc Laurent Gbagbo s'est envolé pour Paris. Il a quitté Abidjan vendredi dernier à bord d'un avion commercial, donc assurant la liaison Abidjan-Paris. Paris-Abidjan. Et le président Laurent Gbagbo qui s'est envolé avait à ses côtés, pour sa destination donc européenne, avait à ses côtés Mme Nadi Bamba, Daouda. Vous avez d'autres détails? Non, pas vraiment beaucoup de détails. On sait que Laurent Gbagbo était... Tout le monde vous a vu en train de faire...
Quand je voulais en parler, et puis maintenant, on parle vraiment de détails. Non, non, en fait, une chose est certaine, c'est qu'on sait qu'il est parti avec son personnel de maison, mais Une partie de son personnel. une partie, oui. Mais j'avoue qu'il était déjà sur. Il a été radié de la liste électorale. Ça, c'est un premier fait. Il est allé à la CEI pour faire une réclamation avec son épouse. Est-ce que sa réclamation a reçu une feuille de non-recevoir? Finalement, il est parti à Paris. On se demande est-ce qu'il est parti pour chercher des soutiens au niveau de Paris, puisqu'on nous annonce des rendez-vous importants au niveau de l'Hexagone. Est-ce qu'à son retour, son nom sera sur la liste? On ne sait pas, mais on espère bien que son nom sera sur la liste pour que définitivement on puisse avoir la paix en Côte d'Ivoire. J'ai une question. Oui. Une question, Daouda. Pourquoi vous faites un lien entre le départ de Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire pour sa Je visite? ne fais pas de lien parce que l'article en question se pose la question. Et avec le journaliste qui écrit l'article, je me pose la même question. Puisque quand on sait qu'aujourd'hui, pour toutes les élections qui se passent en Afrique, chacun part quelque part pour aller chercher des soutiens de part et d'autre. Bon. Mais chacun part aussi parce qu'il a envie de, Bon, peut-être qu'il a envie de se reposer. se voilà, reposer. de souffler un peu. Bon, il a fait une tournée un Pour peu le- dans pour la le- Côte d'Ivoire. Non, pour le Laurent droit. Gbagbo que je connais, je sais que généralement, quand il veut se reposer, pour Il qu'il va était encore président, Mama? il partait à Mama se reposer. Je pense qu'il y a de grandes places à Mama pour se reposer quand même. Voilà. Vous décidez pas de ça, Daouda. Alain Toussaint. Oui, j'ai appris l'information comme la plupart des Ivoiriens via les médias. Il faut rappeler simplement que le président Gbagbo effectue régulièrement des voyages en Europe pour des raisons politiques ou voilà, Personnel, ou privé. ou personnel, voilà. Donc un déplacement privé qui effectivement intervient après le dépôt de sa réclamation à la CEI, dont d'ailleurs... Et la fin du contentieux, le qui contentieux, avait été voilà. prorogé jusqu'au 15 juin. Voilà. Donc Vous là, il est parti rejoignez. le 16 juin, Voilà. donc juste après. Voilà. Bon, après, ce qui fait jaser un tout petit peu, c'est qu'il est parti avec son épouse, une partie du personnel de maison. Bon, on se pose des questions. Oui, c'est toute Non, une mais je logistique veux aussi, dire que, est-ce que quelque il part... n'y a pour- pas de problème pour ça. En fait, moi, je ne vois pas de problème dans la mesure où, pour ceux qui savent, pour les Alains qui ont vécu en France, le personnel de maison, ça coûte extrêmement cher. Autant payer le billet d'avion pour partir avec eux, payer le salaire d'Abidjan. Je pense que c'est un peu ça, en fait, quoi. Non, mais Voilà. en fait, un président de la République ou un ancien président de la République, c'est quand même toute une logistique, en fait. Bien sûr. Et la loi, ici, permet à l'ancien président de bénéficier de la De certains présence privilèges. voilà, d'aide des camps, de privilèges. D'ailleurs, quand il voyage, c'est aux frais de la République. Il aurait aussi pu bénéficier de l'avion présidentiel, mais je pense que pour d'autres raisons, il a préféré se rendre en Europe Très bien. via un Un vol ancien président, commercial. une Donc, personnalité, donc... ce sont les avantages liés à sa fonction, à son ancienne fonction en tout cas. Très bien, les amis. Alors, donc, on va regarder. De toute Ah bon. façon, on aura le temps d'observer. Mais hein, au passage, s'il il veut est bien. important de préciser Je que... termine cette phrase, Daouda, s'il vous plaît. On aura le temps d'observer l'agenda de monsieur Gbagbo. Et on saura Du effectivement, président Laurent Gbagbo, oui. si vous le dites aussi. Bah ouais, d'accord. Daouda, qu'est-ce que vous souhaitez rajouter? Non, j'aimerais juste dire que pendant ce temps, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a aussi fait sortir ses réclamations aujourd'hui, puisqu'on sait qu'ils sont en alliance avec le PPACI pour dire que les mêmes irrégularités que le PPACI semblerait avoir vues, eux aussi, ils ont vu des irrégularités, ils demandent un audit indépendant. Voilà, immédiatement. Merci, Daouda. Recevons à présent notre invité, M. Alassane Diakité, s'il vous plaît. Il est, je le disais, entrepreneur ivoirien. Il intervient dans le domaine du cacao. Installez-vous, bonsoir, M. Diakité, installez-vous. Bonsoir, M. Diakité, comment ça va? Bonsoir, ça va bien chez vous? Merci, ça va très très bien. J'ai une question, vous avez dit que je vous attaque tout de suite. Comment se porte le cacao ivoirien en ce moment? À merveille, c'est pour ça que le pays avance. Bon. Quels sont les indicateurs qui peuvent nous faire aujourd'hui penser que ce cacao-là se porte à merveille? Bon, en tant que jeune entrepreneur dans la cacaoculture, je suis aussi transformateur. Et il faut dire qu'avec l'avènement du Conseil Café Cacao aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est vraiment lancée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 600 000 tonnes de cacao qui sont broyées. Et la Côte d'Ivoire est maintenant premier transformateur de cacao et aussi premier producteur de cacao. Donc de 2012 à 2023, il y a eu beaucoup d'avancées notables grâce au leadership du directeur général du Conseil Café Cacao. Dans ces récentes études et surtout ces rapports, la Banque mondiale avait noté, et pareil aussi pour l'Union européenne,
un vieillissement du verger, donc du verger ivoirien, également des défis liés au changement climatique qui sont de plus en plus présents, et également les difficultés pour les planteurs de pouvoir, on va dire, vivre de leur production avec les prix, le problème de différentiel de revenus également qui n'est pas payé malheureusement. On avait eu même une marche de ces paysans et malheureusement certains avaient été arrêtés. Alors au regard de cette situation, oui, vous parlez d'embellie et au regard de vos chiffres, en tout cas ceux que vous avez donnés, mais lorsque vous regardez cette situation sur le terrain, et toutes ces informations que j'ai données concernant le vieillissement du verger et tout ça, et des conflits également entre les grandes multinationales, et également on a vu le bras de fer entre ces multinationales et la Côte d'Ivoire et le Ghana, est-ce que pour vous, l'avenir est réluisant pour les 10-20 prochaines années avec le cacao? Oui, je suis vraiment confiant parce que grâce au leadership du président de la République aujourd'hui, il y a des fonds qui sont disponibles pour des jeunes qui veulent se lancer dans la transformation du cacao. Et vous avez un regard de quelqu'un de l'extérieur sur le cacao. Nous sommes dedans, nous savons comment les choses se passent. Tout ce que vous voyez, peut-être que ce sont des choses que les gens veulent faire savoir, mais nous qui sommes dedans, nous savons que les choses se passent vraiment très bien. Les choses se passent vraiment très bien. C'est pour ça que nous aussi, on se porte bien. Et je ne veux pas faire trop de commentaires sur le sujet parce que c'est un sujet un peu quand même qui est sensible. Mais ce que je sais, c'est qu'avec le leadership du directeur du Conseil Café Cacao et de notre président de la République, le cacao ivoirien se porte très bien. C'est pour ça que le chocolat ivoirien est doux. Et est-ce qu'il est consommé le chocolat ivoirien, pas les Ivoiriens? Bien sûr. Ah bon? Moi, je fais aussi du chocolat made in Côte d'Ivoire. Parce que justement, on parlait de transformation tout à l'heure, M. Diakité. Comment il est transformé ce chocolat? Il est transformé en quoi? Permettez-moi l'expression. Le chocolat, d'abord, c'est la passion. Le chocolat, d'abord, c'est la passion. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est ingrédient. On commence d'abord par les belles fèves que nous cueillissons. Il faut d'abord faire la fermentation. Après la fermentation, il faut faire la torréfaction des fèves. Quand les fèves sont torréfiées, il faut condenser pour enlever tout ce qui est coque et la peau. On a les nips, les brisures de cacao. Les brisures de cacao sont ensuite broyées et sont affinées pour obtenir la pâte de cacao qu'on appelle liqueur de cacao et masse de cacao. Et ensuite, on ajoute les ingrédients, le sucre et ainsi de suite pour avoir le chocolat. Mais ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il existe, il y a des usines de transformation, elles sont situées où, elles sont tenues par qui, il y a des Ivoiriens qui y travaillent? Parce qu'on va parler justement de votre engagement en tant que jeune, parce que chaque fois on entendait Café Cacao, quand on dit les enfants, on reviendra là-dessus. Mais déjà pour la question de comment c'est transformé, parce que justement le défi de la transformation, c'était quelque chose de très très important qu'on recherchait. Vous, au niveau du cacao, apparemment, vous le réussissez. Oui, moi-même personnellement, je suis transformateur de cacao, je suis dans la transformation de cacao. Je fais pratiquement 8000 tonnes de produits transformés par an. Et en dehors de moi, il y a pas mal de personnes aussi qui sont dans la transformation. Il y a des usines? Oui, des usines. Et il y a le gouvernement même qui vraiment veille à cela, à ce que beaucoup d'acteurs ivoiriens puissent transformer le cacao. Vous êtes à la tête de Diakité Cocoa Product SAR. Désolé pour mon anglais un peu bancal. Champion au niveau local. De quel accompagnement vous avez bénéficié? Puisque tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagnement et du leadership du président de la République. Et si on parle de leadership, c'est que quelque part, il a fait quelque chose. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour votre entreprise? Et puis, bon, pourquoi pas les entreprises sœurs? Vous parlez du gouvernement? Oui. Il y a un décret qui a été signé, c'est-à-dire qui met 10 milliards à la disposition des transformateurs nationaux. C'est-à-dire que quand tu es un transformateur national, tu as des projets d'augmenter ta capacité de production. Il y a 10 milliards au niveau du Conseil Café Cacao. Tu fais ta demande, tu montes ton dossier. Si tu es éligible, ben on te met le montant. Et c'est de ça que vous avez bénéficié? Bon, oui, nous avons bénéficié aussi en tant que transformateur, c'est normal. Et grâce au leadership du président de la République pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir nous accompagner en tant que des acteurs nationaux. Et dans votre entreprise, quel est le champ d'action que vous couvrez dans la chaîne des valeurs? Nous sommes positionnés sur toute la chaîne des valeurs de cacao. Nous sommes d'abord, je suis à la base fils de producteur, mon père est planteur. Je suis aussi producteur, nous avons nos champs à l'épée et aussi à Divo.
Nous sommes dans l'exportation aussi des fèves de cacao. Nous avons des structures d'exportation des fèves de cacao. Et en 2016, nous avons mis en place une structure de transformation pour être la locomotive des ambitions de nos coopératives. Et en plus d'être transformateur aujourd'hui, nous faisons aussi du chocolat made in Côte d'Ivoire, qui est le chocolat du cacaoculteur et le chocolat de Divo pour valoriser notre ville natale qui est Divo. Pardonnez-moi, hein, Alain, je prends Allez-y. 15 secondes sur votre intervention. Vous parlez du cacao made in Côte d'Ivoire. C'est quoi la particularité de ce cacao made in Côte d'Ivoire? Et pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qui, c'est vrai, au-delà du patriotisme qui est associé à ce cacao, quels sont les atouts de ces cacao-là pour que nous puissions tout de suite... Parce qu'à la base, déjà, le Conseil Café Cacao veille à ce que la production du cacao made in Côte d'Ivoire soit de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a des suivis au niveau du beau champ, la fermentation, à tous les plans. Il y a un suivi vraiment fait par le Conseil Café Cacao. Et même quand la qualité ne correspond pas, le produit n'arrive pas sur Abidjan. Donc pour dire que quand des fèves de cacao arrivent au port d'Abidjan et dans les usines, c'est que ce sont des produits qui ont été faits de manière soigneuse, avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour par des producteurs. Et quand c'est comme ça, au finish, nous avons des chocolats vraiment délicieux. Très bien. Alors, juste deux questions déjà pour commencer. Vos unités de transformation sont situées dans quelle zone du pays? La première question. Et deuxième, vous avez parlé tout à l'heure de l'accompagnement de l'État. Les fonds sont-ils des prêts ou des dons qui ne sont pas remboursés? L'accompagnement financier qu'apporte Nos usines l'État. sont situées à Bobo PK18 et aussi à Vridi. Et l'accompagnement en question, c'est des subventions. Dans les subventions, ce n'est pas remboursé. Pas remboursé, d'accord. Et allez-y. D'accord. Alors justement, là, on parle, parce que c'est un peu le thème, hein, les jeunes Ivoiriens prennent-ils la relève? Vous avez parlé de votre père, qui est lui-même planteur. À quel moment vous vous dites, je suis jeune, j'ai beaucoup d'autres canaux d'expression, mais je décide quand même de venir emboîter un peu le pas à mon père. Qu'est-ce qui crée le déclic? Et la deuxième question qui va suivre, est-ce qu'il y a comme vous des jeunes, ils sont nombreux ces jeunes-là, qui sont dans le domaine? Oui, bon, pas Parce que c'est beaucoup. une alternative pour l'emploi contre le chômage, je veux dire. Pas beaucoup. Nous, à la base, parce que je suis jumeau, quand je dis nous, je suis jumeau, nous sommes les plus produits du cacao, parce que nous sommes nés d'un père producteur dans des champs de plantation, et depuis le bas âge, nous avons ce contact permanent là avec le cacao. Et donc, au fil des années, quand nous avons grandi, déjà après le bac, nous avons décidé d'arrêter les écoles, nous avons décidé d'emprunter le chemin de papa. Ça a été vraiment difficile, il ne voulait pas, il voulait des enfants cadres. On a dit non, c'est ce qu'on veut, parce qu'on aime la chose. Et donc, on a commencé aux bas échelles en tant que des pisteurs, on partait en contact avec des producteurs pour ramasser les fèves de cacao, ensuite vendre aux coopératives. Et des pisteurs, on est devenu administrateur dans des coopératives, ainsi de suite, PCA, et aujourd'hui gérant de la structure de transformation. Oui, pardon Daouda, je vais faire mon Alain d'un mot, je relance. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les jeunes peuvent se lancer dans la cacaoculture et cela va résorber un tout petit peu la question du chômage? Moi, je vais rentrer rapidement sur la question. une Oui, invitation, est-ce que les jeunes peuvent se lancer? Mais comment un jeune qui souhaiterait se lancer dans la production et la transformation du cacao, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir y parvenir? Un terrain, un guichet unique. Quelles sont les étapes par lesquelles un jeune qui décide de se lancer dans la cacaoculture, par quelles étapes il doit passer? Ok, vous savez, la cacaoculture, la chaîne de valeur de cacao embauche pratiquement des milliers de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une ville, par exemple, quand la campagne de cacao commence de octobre jusqu'à mai, vous voyez que la ville est vraiment mouvementée. Et nous, je suis aussi... nous avons mis en place un forum, le Forum national du jeune cacaoculteur, qui est une plateforme d'action, de réflexion de la nouvelle génération de jeunes cacaoculteurs qui veulent vraiment assainir la filière, qui donnent des conseils aux jeunes pour leur permettre comment est-ce qu'ils peuvent se positionner sur la chaîne des valeurs de cacao. Mais c'est une filière quand même qui demande beaucoup de sérieux et beaucoup d'audace, parce qu'aujourd'hui, un planteur qui te donne son cacao, qui te met son cacao à disposition, quand tu vas vendre, il faut effectivement ramener de l'argent. Mais quand tu es trop pressé d'avoir de l'argent et qu'il n'y a pas de retour,
Et après, c'est vraiment compliqué. Et Maintenant, donc, allez-y. il faut être d'abord sérieux. Quand tu es sérieux, la porte est ouverte, tu vas auprès des producteurs, et tu les mets tu prends le cacao avec eux, tu vas voir des coopératives, tu revends aux coopératives, ainsi de suite, la confiance. Quand il y a la confiance, les gens même te mettent les produits à disposition, à crédit, ainsi de suite, tu évolues. Mais tout se fait sur la base de la confiance. Maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez d'audace, de la jeunesse, de tout ce que vous avez retrouvé comme accompagnement. Quels sont les défis en fait, majeurs auxquels les jeunes cacaoculteurs comme vous, dans votre forum, vous êtes confrontés et que vous voulez voir peut-être résorber en fait? Donc, il y avait le défi il y avait du manque de financement parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais maintenant, je pense que l'État, le Conseil Café Cacao sont en train de mettre des systèmes en place pour pouvoir remédier à tout ça. Mais comme je l'ai dit, c'est d'être sérieux. Parce que dans le temps, il y a beaucoup de personnes qui ont abusé de la confiance des producteurs. Et on ne peut pas aller dans un secteur d'activité où les gens ne vous connaissent pas. Il faut faire ses preuves d'abord pour montrer qu'on a la hauteur. On peut mériter la confiance des producteurs. Parce que même si on vous met des milliards à disposition que vous n'êtes pas sérieux, ça ne sert à rien. Alassane Diakité, permettez-moi, vous m'excuserez pour la question. Je me suis renseigné. Vous avez la trentaine. Oui. Très très bien. Vous êtes très jeune, vous avez commencé en tant que pisteur, vous avez la chance de gravir tous les échelons. Quels sont vos rapports avec les plus anciens? Est-ce qu'il y a pas une forme de choc de génération? Parce qu'en tant que producteur, transformateur, vous venez parler à vos parents, à vos grands-parents. Comment se fait le rapport? Bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'amalgame. Les choses se passent vraiment, vraiment très, très bien. Parce qu'eux aussi, ils prennent, puisque nous sommes généralement ici, c'est du donnant-donnant. Nous avons notre expérience ici qu'on les donne. Il y a l'expérience aussi là-bas qu'on prend. Mais à la base, déjà, comme je l'ai dit, il suffit de producteurs. Il y a pas mal d'amis de papa aussi avec qui nous collaborons. Donc, eux aussi, c'est une fierté pour aujourd'hui de voir où leurs enfants sont arrivés. Donc, je croyais que ce ne soit que la chasse gardée des anciens. Parce qu'avant, quand on disait c'est un producteur, c'est un babatier, un vieux. Monsieur Diakité, moi, ce que je veux savoir, vous allez me faire un peu de pédagogie, hein, parce que j'adore le chocolat. Quelles sont les différentes étapes de la fabrication du chocolat, en fait? Non, en fait, Vous n'étiez pas en classe quand ici. Voilà, je n'étais pas en classe ici. Hein. Donc, je disais, il y a d'abord, il faut cabosser les cabosses. Quand on finit de cabosser, il faut faire la fermentation. Après la fermentation, il faut sécher. Quand c'est séché, il faut torréfier. Quand les fèves sont torréfiées, il faut concasser. C'est-à-dire qu'il y a le winnower, la tara qui permet de concasser pour extraire tout ce qui est la peau, les coques. Et on a les nips, les brisures de cacao qui sont ensuite broyées. Quand c'est broyé, on a la pâte de cacao qui est appelée liqueur de cacao, masse de cacao. Et la masse de cacao est ensuite affinée. Quand c'est affiné, il faut mettre maintenant dans le conche pour pouvoir ajouter du sucre et ainsi de suite, mettre les ingrédients pour pouvoir avoir du chocolat. Mais à partir de la masse aussi, c'est possible aussi d'extraire le beurre de cacao. C'est-à-dire qu'il faut presser, la masse de cacao avec les presses hydrauliques pour obtenir le beurre de cacao. Et quand tu extrais le beurre, tu as les touteaux de cacao qui sont ensuite concassés pour obtenir la poudre de cacao. Et à partir de la poudre de cacao aussi, on peut faire du chocolat. Vous avez la poudre de cacao que vous prenez au petit déjeuner, tout ça. En fait, ce n'était pas une question de pédagogie. Hein. Daouda, vous avez mis à l'épreuve, en fait. Alors, je voulais savoir, quels sont vos rapports avec les exportateurs connus qui sont installés dans le pays? Vous savez, le monde du cacao, c'est un petit monde. Tout le monde se connaît. C'est-à-dire que même si on ne se connaît pas physiquement, mais par nom, tout le monde se connaît. Donc, il y a de très bons rapports parce que quand tu n'es pas sérieux, tout le monde te connaît et tout le monde se méfie de toi, tu ne peux pas évoluer. Donc, il y a de très bons rapports. Est-ce que vous avez créé des produits sous une marque donnée? Ces marques sont disponibles dans le commerce? Oui, nous avons des marques, comme je l'ai dit, il y a le chocolat du cacao culteur et puis il y a le chocolat de Divo. Donc, c'est disponible actuellement sur commande, mais pour le moment, nous mettons plus l'accent sur la valorisation de la consommation locale. Nous distribuons dans les écoles pour permettre à nos enfants, nos petits frères de pouvoir consommer, de comprendre ce que c'est que réellement le chocolat, les vertus du chocolat, tout ça. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, quand les gens sont habitués à consommer maintenant, on passe à l'étape maintenant de la commercialisation. Alors, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont comme Daouda, qui aiment le chocolat, mais qui n'en consomment pas régulièrement.
comment vous comptez opérer pour provoquer une adhésion à Mais ce Daouda, produit? lui, il est déjà vieux, c'est difficile de lui faire consommer du Non, chocolat. je suis prêt à le consommer. Daouda, Vous êtes il est vieux. vieux. Et pour le moment, on met plus l'accent sur les enfants. Pour moi, par exemple, ma fille, à chaque fois quand je rentre, je lui envoie du chocolat. Et ma fille, qui a 4 ans aujourd'hui, connaît tout le processus de fabrication du chocolat. Et qu'à tout moment, quand elle va à l'école, avec le chocolat de papa, elle en parle à ses amis aussi qui consomment, ainsi de suite, ça devient une habitude pour eux. Donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Vous éduquez la jeunesse, en fait, les plus on petits. prépare les plus petits à s'habituer. à s'habituer. Et ainsi de suite, maintenant, eux, ils pourront... Ok. Est-ce que vous vous exportez ce Oui. que vous produisez? Vers Oui. quel pays? Partout dans le monde, aux États-Unis, partout, même en Chine. Ça va être ma prochaine question, justement. Est-ce que vous avez développé un réseau de partenariats commerciaux, des partenariats d'affaires avec d'autres personnes à travers le monde? Oui, sans les partenaires extérieurs, le cacao, tu ne peux pas exister dans le cacao. Les rapports sont bons, vous n'avez pas l'impression? Non, tout Et se quels passe sont, bien. quels sont les produits dérivés? Vous avez parlé de beurre de karité, le Cacao. chocolat on connaît, la poudre de cacao, le beurre de cacao, pardon, la poudre de cacao. Est-ce qu'il y a d'autres produits dérivés qui découlent du cacao, à part le chocolat qu'on connaît? Oui, il y a le chocolat blanc aussi qui est fait à partir du beurre de cacao. Il y a la poudre, comme je l'ai dit. Il y a l'huile, mais il y a deux types de La poudre de liqueur? cacao. C'est-à-dire qu'il y a le beurre standard qui est beurre, puis il y a le beurre espeleur. C'est-à-dire qu'il y a les toutos aussi espeleurs qui... On l'utilise dans la cosmétique également, le beurre de cacao. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux process pour extraire le beurre du cacao. C'est-à-dire qu'il y a l'extraction à partir de la masse de cacao, qui est extraction par presse hydraulique. Donc, il y a l'extraction aussi par la presse espeleur. C'est-à-dire que c'est des vis dans une machine qui permet, avec la pression, qui extrait le beurre. Et donc, généralement, ce mécanisme est utilisé pour tout ce qui est cosmétique. C'est-à-dire que le beurre cosmétique et les tourteaux qui sortent, les tourteaux espeleurs, c'est généralement pour tout ce qui est consommation des bétail, des animaux, ainsi de suite. J'ai une dernière question pour tous les jeunes qui vous regardent. Vous représentez une forme d'espoir, vous représentez en tout cas de modèle pour certains. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les inviter à s'intéresser au monde du cacao? Est-ce que vous êtes prêts justement, à travers vos usines, vos productions, à les accueillir, à les employer globalement? Je fais court. Oui, déjà, nous employons plus de 60 personnes, plus de 60 jeunes. Nous, ce qu'on fait, quand on reçoit les jeunes, on les forme d'abord au métier de cacao et on regarde d'abord parce que c'est la passion. Même quand on te forme, quand il n'y a pas de passion, il y a la formation qu'on ne peut plus t'arracher, tu peux aller avec ailleurs. Mais quand on sent la passion, le sérieux, on garde la personne automatiquement. Et donc, on veut étendre même nos usines de transformation. Et là, on a un projet sur Divo actuellement pour mettre une usine de proximité aux côtés de nos producteurs. Un peu le sens de la question d'Alain tout à l'heure. Voilà, auprès de nos producteurs pour pouvoir transformer directement leur production. Et ça va permettre beaucoup à nos producteurs, parce que généralement pour envoyer un camion à Abidjan, de Divo ou d'autres villes, il faut 30-35 tonnes. Et donc quand on a une usine de proximité, même un producteur qui arrive même si c'est 2 sacs de cacao, 4 sacs, il peut facilement te vendre, tu peux racheter avec lui directement. Alassane Diakité, merci. Je vais faire un petit trait d'humour. C'est Alassane ou c'est l'autre? C'est Alassane Diakité. Très bien, on fait un clin d'œil à votre jumeau. Okay. On était très heureux de vous recevoir sur notre plateau et puis on aura certainement d'autres occasions de vous recevoir. Merci Alain, merci Daouda, merci Madame Bleu, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et à Abou, grand chasseur, désormais appelez-le grand chasseur. Des libellules. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau là d'ici. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci.